Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire rire autant et en disant des choses aussi importantes, mais enfin on va essayer quand même. Alors professeur, c'est un bien grand mot puisque je ne le suis plus, je suis à la retraite. Mais enfin j'ai quand même enseigné pendant près de 40 ans, j'étais professeur d'anglais et depuis la retraite, je m'occupe de beaucoup de choses. En particulier d'éducation toujours, et au départ ma recherche n'était pas sur l'empathie parce que ce n'était pas un mot qu'on utilisait quand j'ai commencé à enseigner. C'est un mot relativement récent. Ce qui m'a accroché prioritairement, c'était le mimétisme. Et vous allez voir comment ça se raccroche à l'empathie. Alors le mimétisme, l'influence que j'ai eue et qui m'a vraiment déterminé dans mon enseignement, c'est celle de René Girard. Alors je ne sais pas si vous connaissez René Girard. En un mot, enfin il a écrit beaucoup de livres, alors en un mot ça va être un peu difficile. Nos désirs sont toujours orientés par le désir des autres. Et vous allez comprendre le rapport avec l'empathie. Et là je fais une petite citation de René Girard. L'éducation repose, l'éducation au sens large, pas à l'école seulement, l'éducation à chaque instant, repose essentiellement sur le mimétisme. Donc une citation de René Girard, il a dit, puisque malheureusement il est mort, « Il n'y a rien ou presque dans les comportements humains qui ne soit appris, et tout apprentissage se ramène à l'imitation. » Autant dire que si vous n'imitez pas, eh bien vous n'apprenez rien. Et ça a des conséquences énormes. Au départ, donc, je m'intéressais au mimétisme. Et puis, je me suis intéressé progressivement à l'empathie, et de plus en plus maintenant, puisque le mot est à la mode. Et il va falloir bien le définir, parce qu'il est tellement à la mode qu'on ne sait plus trop de quoi on parle. Donc, l'empathie est devenue à la mode après les années 90, très particulièrement après l'année 1996, parce qu'en 1996, le professeur Giacomo Rizzolatti, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, un professeur qui travaillait à l'université de Parme, a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et qu'est-ce que c'est que les neurones miroirs ? Les neurones miroirs, c'est des neurones qu'on a dans la tête, et quand on voit quelque chose, ça se répercute dans la tête, et cette image, qu'est-ce qu'elle devient ? J'en reparlerai tout de suite après. Mais pour définir l'empathie, donc c'est ce qui déclenche l'empathie. Avant de dire exactement ce qu'est l'empathie, je vais dire ce que ça n'est pas, parce que c'est devenu une espèce de grande chaussette dans laquelle tout le monde enfile ses pieds, et c'est souvent très très faux. Alors, qu'est-ce que n'est pas l'empathie ? D'abord, ça n'est pas de la compassion. Parce que maintenant, à la radio, on dit « Ah, il a beaucoup d'empathie parce qu'il aime les animaux. » Bon, il peut aimer les animaux s'il veut, mais ce n'est pas de l'empathie. Ça se confond également avec ce qu'on appelle en bon français le care, c'est-à-dire la bienveillance, tout simplement. Ça se confond avec l'altruisme, cher à Mathieu Ricard. Quelques-uns pensent que c'est une morale. Ça peut être aussi considéré comme une espèce de principe de précaution. Bon, tout ça c'est gentil, mais c'est toujours pas de l'empathie. Alors qu'est-ce que c'est que l'empathie ? Et je reviens à mes neurones miroirs. L'empathie, c'est l'image de l'autre en moi. Et les personnes qui ont fait un travail sur les neurones miroirs ont découvert quelque chose, c'est que dès la naissance, l'enfant immédiatement imite ce qu'il voit. Il faut qu'il voit un peu quelque chose. Le bébé qui naît et qui ne voit pas, il aura du mal. Mais à partir du moment où il commence à voir, il imite. Et vous allez voir comment il imite, c'est extraordinaire. D'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que le bébé est une machine à imiter. Les tests récemment ont montré qu'il imite. Alors je pose quelquefois la question, à partir de quel âge un bébé se met à imiter son environnement ? Alors il y a des gens qui croient être très audacieux, disent « Oh, à partir de 6 mois », et puis des gens encore plus audacieux qui disent « À partir de quelques semaines ». Eh bien en fait, les bébés imitent à partir de 40 secondes. 40 minutes, pardon, j'étais pressé. À partir de 40 minutes, laissez-leur le temps de respirer quand ils sont nés. Et alors c'est extraordinaire. Les tests ont été faits sur des bébés, on leur tire la langue, au bout de quarantaine de minutes, ils tirent la langue. Comment comprennent-ils qu'il faut tirer la langue quand ils voient quelqu'un tirer la langue ?
Eh bien, c'est le neurone miroir qui fonctionne. Et quand on a poussé les investigations un peu plus loin, c'est pas moi, hein, c'est des scientifiques très sérieux, quand on a poussé l'investigation un peu plus loin, on s'est aperçu que le bébé imite les personnes, pas les objets. Mais ça, vous pouvez faire le test vous-même. Si vous voyez quelqu'un qui bâille, ça vous donne envie de bâiller. Si vous voyez une valise ouverte, ça ne vous donne pas envie de bâiller. Parce qu'on n'imite que des personnes. Et quand on pousse l'investigation encore plus loin, non seulement on imite les personnes qui sont en face de nous, mais on imite l'intention de la personne. C'est-à-dire que dès la petite enfance, dès l'éveil, on voit un humain agir et on l'interprète. Alors, je ne me demandais pas comment les bébés font, mais on l'interprète comme il fait ça parce qu'il doit sûrement vouloir faire quelque chose. Donc, on détermine, enfin, on assimile le geste à une volonté. Moi, j'appelle ça un désir. Et ça va recouvrir tout ce que René Girard a dit sur le désir mimétique. Et c'est exactement ça. Je vois quelqu'un et j'ai envie de faire pareil. Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que je deviens humain. Si on ne me montre que des valises, je vais finir par devenir une valise. Ça, c'est très très important. L'imitation de l'humain. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle l'attachement. Vous savez, la figure d'attachement, c'est très important. Si vous n'avez pas une bonne figure d'attachement, ben vous allez rater carrément non seulement votre humanité, mais votre hominisation, même carrément. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, on imite des humains. Le neurone miroir déclenche le désir, et le désir, ensuite, s'enchaîne sur l'apprentissage. S'il y a quelque chose qui cloche dans le mécanisme, tout fonctionne de travers. Alors, soyons clairs, il y a deux types d'imitation. Là, je vais faire un petit peu mon professeur. Alors, il y a la bonne et la mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. Alors, la mauvaise imitation, c'est là, on recopie ce qu'on voit et puis c'est tout. On imite et on ne réfléchit pas plus. Ça peut être une maladie grave, ça s'appelle l'autisme. L'autiste, il répète, il répète, il répète. Quelquefois, les autistes sont capables de répéter 100 fois le même geste et ça ne déclenche rien. Bon, alors il y a des moyens de soigner les autistes. Moi, je ne suis pas spécialiste des autistes. Qu'est-ce qui se passe dans une bonne imitation? C'est quand la répétition enchaîne sur une création. C'est-à-dire que je fais mien ce que j'ai aperçu. Il faut que l'alter et l'ego fonctionnent ensemble, vous comprenez? Mais j'en suis encore à la mauvaise imitation. Je prends le cas des autistes, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Toute la publicité fonctionne là-dessus. Vous n'êtes pas censé penser, vous êtes censé seulement répéter, c'est tout. Réfléchissez pas. Bon, on a eu des exemples de tout à l'heure du brain hacking, donc c'est exactement ça. Vous répétez, c'est tout. Et c'est extrêmement grave. Les gourous, les tyrans fonctionnent comme ça. Ils vous demandent de répéter et ça s'arrête là. On peut aller jusqu'à dire que Hitler jouait de l'empathie. Il rassemblait des gens la nuit dans des conditions physiques, etc., absolument extraordinaires, dans des masses, parce que la réaction de la masse, évidemment, fait que vous vous emportez avec tout le monde. Parce évidemment, vous imitez tout le monde. Essayez de ne pas lever le bras quand vous avez 20 000 personnes qui lèvent le bras. Y en a qui l'ont essayé, hein. Et ils n'ont plus de bras, oui, c'est à peu près ça. Bon, alors Hitler jouait de ça de façon atroce. Donc attention, l'empathie, c'est une donnée humaine, mais comment ça peut être utilisé, c'est effrayant. Alors en éducation aussi, c'est assez effrayant. La mauvaise imitation, ça s'appelle le bachotage. Et quand vous faites passer un examen, vous forcez absolument là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que le lendemain de l'examen ou du concours, vous ne savez plus rien. Ben non, parce que vous avez juste appris à répéter quelque chose. Et puis c'est tout. Autrement dit, le bon élève imite et le mauvais élève répète. C'est tout. Mais avec ça, en répétant, on peut avoir des bonnes notes quand même, hein. Ça ne sert absolument à rien, mais on peut quand même avoir des bonnes notes. Ce qui est quand même extrêmement grave. Et pourquoi? Parce que si vous relancez par empathie, si vous relancez à votre professeur, par exemple, la phrase qu'il a envie d'entendre, mais que vous ne l'avez pas appropriée, ça ne sert à rien.
Moi qui enseignais l'anglais, je demandais aux élèves de me répondre, questions-réponses, etc. Même dans une phrase de grammaire, une application, quelque chose, je leur demandais, mais vous me dites ça parce que ça vous intéresse, ça c'est à moi que vous le dites là? Ben non, j'ai fait un exemple de grammaire, mais un exemple de grammaire, j'en ai rien à faire. Vous vous adressez à moi, dites-moi quelque chose qui vous concerne et qui me concerne. Voilà. Bon, ils ont eu du mal de temps en temps avec ça, puis progressivement, ils ont compris. Donc, je touche maintenant à la bonne imitation. Qu'est-ce que c'est que la bonne imitation? Je prends quelquefois, comme comparaison, je crois que c'est assez facile, l'artiste. Vous prenez un artiste, que ce soit un peintre, un sculpteur et quoi que ce soit, il prend un modèle, donc il imite au départ. Et puis d'un seul coup, il crée une œuvre, et puis on se dit, ah ben c'est super ça. Et on n'a aucune idée du modèle que ça pouvait être. Et pourtant, il a bien suivi un modèle, mais de ce modèle, il en a fait autre chose. Il l'a fait sien, son modèle. Et ça, c'est extraordinaire. D'autant plus que tous les enfants fonctionnent comme ça. Le tout petit dit « quand je serai grand, je serai comme ». Et ce qui est derrière est très très intéressant. Souvent ils disent « je serai comme papa », si c'est un garçon, « je serai comme maman », si c'est une fille. Beaucoup disent « je serai comme le maître d'école ». Il est évident que le maître d'école donne envie qu'on l'imite, absolument. Vous pensez, il a un savoir presque illimité. Alors là, je vais faire une petite citation savante. C'est Hannah Arendt, quand même, qui disait « Le savoir du spécialiste inspire confiance, de sorte que ni la force ni la persuasion ne sont nécessaires pour obtenir l'acquiescement. » Autrement dit, un prof qui fait de l'autorité, comme on dit, ben c'est qu'il n'enseigne pas. Et pourquoi est-ce que le prof est désirable? Parce qu'il a l'air, enfin surtout pour un petit, le maître d'école, il a l'air de tout savoir, il a un pouvoir extraordinaire. Et si j'ai envie d'être comme lui ou comme elle, c'est pas pour être comme lui ou comme elle, c'est pas pour répéter, pour être le clone de l'instit, c'est parce que je veux avoir le même savoir, le même pouvoir, la même force, la même puissance si vous voulez. Et ce réflexe qui, encore une fois, commence avec les tout petits 40 minutes après la naissance, est hyper utile quand on l'utilise très très bien. Bon, là j'étais un peu positif, mais je vais être un peu négatif. Parce que, autant le professeur, l'instituteur peut se servir de ça de façon merveilleuse, autant il y a des gens qu'on appellera mal intentionnés qui se servent de ce réflexe, ou cette donnée, je ne sais pas si c'est un réflexe, avec des intentions lamentables. Là, je voudrais faire une petite page d'histoire, je voudrais vous parler de la révolution de 1968, pas mai 1968, septembre 1968. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En septembre 1968, la télévision française a autorisé la publicité sur ses chaînes. Jusqu'en septembre 68, il n'y en avait pas. Et à partir de septembre 68, la télévision a cessé d'être la télévision, c'est devenu un gros supermarché, c'est tout. Et ça a changé énormément de choses. Je ne joue pas les vieux ringards, parce que je ne dis pas que c'était mieux avant, mais tout s'est mis à fonctionner à l'envers. C'est ce que j'appelle en fait l'antécole. J'ai inventé le mot, mais ça se comprend très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le modèle maintenant est devenu ça, mais il a été pris en main, non pas par les profs, par les parents, il a été pris en main par une machine marchande, très gourmande, et puis c'est tout. Donc, voilà où on en est. Parce qu'en 68, je ne sais pas si vous étiez là, mais la publicité à la télévision, ce n'était pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est au-delà d'envahissant. Sur Internet, vous cliquez sur un truc, hop, il faut payer maintenant pour ne pas avoir de la télévision. Moi, j'ai un blog, donc au départ, c'était gratuit. Bon, je disais, c'est gratuit, c'est gratuit. Et puis, on m'a imposé de la publicité dessus. J'ai dit, mais je ne veux pas de publicité sur mon blog. Donc, je paye. Bon, je peux me permettre, je paye un abonnement régulier pour qu'il n'y ait pas de publicité sur mon blog. Je n'ai pas à me vendre et puis c'est tout. Et j'essaye d'être un peu un esprit libre, si vous voulez. Voilà. Donc, les marchands se sont chargés de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils nous ont offert comme modèle? Ils nous ont offert des modèles qui ne sont pas très très beaux. La plupart du temps, c'est des petits mois autocentrés
qui vous montre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits mots autocentrés? C'est les héros de télé-réalité qui sont plus virtuels que réels d'ailleurs, mais enfin bon, c'est ça. Ce sont des stars, généralement assez débiles, parce que si une star se met à penser, c'est plus une star. Ce sont des amuseurs rigolards. Il y a un truc que je trouve absolument effrayant, c'est les rigolos à la télévision. Vous êtes obligé d'avoir un amuseur, je ne donne pas de nom, hein, vous les chercherez tout seul, entouré d'une flopée de filles, bon, je crois qu'il y a quelques garçons aussi autour, et dès qu'il dit une toute petite bêtise, elles se lèvent toutes en hurlant tellement c'est drôle. Alors que c'est extrêmement affligeant. Si vous écoutez, prenez des notes, et puis vous les relisez après, puis vous allez voir ce que vous avez entendu dans ce genre d'émission. Et ce sont des héros, ce sont les modèles qu'on nous offre. Ça, ce sont des modèles vides de la télévision. Les jeux vidéo, tout ce sur quoi les enfants s'acharnent, c'est exactement la même chose. Parce que les modèles, c'est quoi? C'est des personnages virtuels. Jusque-là, admettons, les légendes aussi, c'est des personnages virtuels. Mais c'était quand même pas tout à fait les mêmes. Après, c'est des fantasmes, c'est des créatures mythiques, généralement violentes, parce que les jeux violents, ils peuvent être extrêmement violents. Bon, alors, Candy Crush, c'est gentil, hein, mais il y a des jeux vidéo que moi je regarde pas, hein, quand j'en entreaperçois, ça me fait peur. Vous avez aussi, ce qui me semble assez effrayant, ce que j'appelle les demi-dieux archaïques, c'est-à-dire que, mais le cinéma aussi est rempli de ce genre de choses, c'est des personnages, on ne sait pas d'où ils sortent, ils sont vaguement moyenâgeux, vaguement sortis de l'Antiquité, on ne sait pas trop, mais c'est quoi? C'est les modèles qui nous sont proposés. Et pendant que tous ces modèles ont disparu, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, c'est des faux modèles. Ensuite, ils sont à multiplier à l'infini parce que c'est des modèles qui se consomment très vite. Donc, il faut vite en abandonner un pour en trouver un autre. Et plus vous ajoutez des modèles, plus vous êtes censé déclencher des désirs, puisque le modèle propose des désirs. Mais au bout d'un moment, vous ne suscitez plus rien du tout. C'est donc une crise de désir que vous allez créer. Alors, je vais prendre un petit mot savant, là, c'est ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est une maladie mentale, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, dans lequel le désir s'arrête. Je n'ai plus de désir. Imaginez une vie sans désir. Alors, je ne parle pas des zen, des maîtres bouddhiques, etc., qui sont capables d'atteindre ce type de nirvana. Moi, je ne sais pas l'atteindre, ce type de nirvana, mais pour le client moyen, pour l'enfant d'aujourd'hui, vivre sans désir, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, on le sait, on ne veut pas se l'admettre, mais on le sait. Vous entendez les parents en disant « il ne sait pas ce qu'il veut ». Mais non, bien sûr, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'il est abreuvé de modèles, comment voulez-vous qu'il fasse le tri? Alors, en général, il répond de façon très logique, l'enfant. Il dit « je veux tout ». Bah oui. Et pendant que tous ces modèles ont envahi son cerveau et ses neurones miroirs, il y a quand même un modèle qui a disparu, c'est l'adulte. On a entendu parler pendant la journée, les parents s'excusent, mon petit chéri, je vais t'imposer quelque chose. Ben non, adulte, c'est un super modèle, puisque quand on est enfant, le but c'est de devenir adulte, autant que je sache. Bon, j'avais moi-même avec mes élèves, je fais une petite aparté personnelle, j'avais avec mes élèves un rapport d'autorité. Alors au départ, on disait « Oh, Ilion, il est cool ». Ça, c'était avant qu'il soit venu dans ma classe. Alors j'étais cool, évidemment, je faisais de la musique, je jouais de la guitare. Tous mes cours étaient en musique, par exemple. On utilisait la poésie, on faisait des jeux d'imagination, on faisait des trucs. Ilion, il est cool. Bah, très vite, il découvrait qu'Ilion, il n'était pas cool. Il y avait des règles extrêmement précises. Puisqu'on jouait beaucoup, eh ben, il n'y a pas de jeu sans règles. Un jeu sans règles, c'est un amusement. Donc, j'étais en lycée, les tout premiers temps en seconde, ils étaient tout fous. Moi, j'adorais les secondes, ils étaient tout fous, ils étaient très drôles. Mais vite, j'expliquais, attention, avec Ilion, on joue beaucoup, on ne s'amuse jamais. On ne fait pas mumuse. Un jeu, il y a des règles, il y a des limites, c'est collectif, il y a un commencement, il y a une fin. Donc, on jouait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'étais pas cool. Et par contre, moi, j'étais la référence. C'est pas que j'avais un super ego, mais j'étais le représentant adulte
dans cet univers qui n'était pas adulte. Et heureusement, ils n'étaient pas adultes, ils étaient adolescents. Donc, il fallait que je sois cette référence. Pas, encore une fois, pour ma petite gloriole, c'était au-delà de ça. C'était mon savoir, ce que je pouvais leur apporter, qui était important. Mais au départ, j'étais le centre quand même du cours. Et l'élève qui m'a fait le plus plaisir, bon, ils m'ont fait beaucoup de plaisir, les élèves, j'ai eu beaucoup de joie à travers mon enseignement, c'est celui un jour qui, commençant son essai, c'était un essai maison, il le commence et il met « Hello adult », salut l'adulte. J'ai dit, mais il est fantastique, moi j'aurais jamais osé imaginer que quelqu'un commence un devoir comme ça. C'était un élève qui avait une finesse qui était extraordinaire, qui avait un respect, bon, moi j'avais beaucoup de respect pour eux, mais qui avait un respect pour moi extraordinaire aussi. On riait, on plaisantait comme des fous, mais il était capable de me dire « Hello adult ». Merci, chapeau. On était bien chacun à notre place. Et ça a fait du bien. Encore une fois, ce n'était pas pour que ça s'arrête à moi, c'est pour que ça aille plus loin. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la culture? C'est ce qui reste quand on a oublié ses maîtres. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez appris, vous vous souvenez qui vous l'a appris? Si, j'ai 2-3 souvenirs de quelques profs qui m'ont un peu marqué. Bon, j'étais amoureux de ma prof de français quand j'étais en première. Bon, j'étais amoureux de ma prof de français. Bon, mais amoureux, ça veut rien dire. Évidemment, je suis pas allé coucher avec elle. Mais encore peut-être, elle n'aurait pas dit non, mais bon. Et oui, parce que j'étais fasciné. Elle était extraordinaire. Elle avait une culture à l'infini. Elle nous sollicitait. Enfin bon, moi, je découvrais la littérature. Bon, j'avais 17 ans, c'était absolument ahurissant. Donc, un plaisir absolument fou. Et puis c'est tout. Alors celle-ci, ça je m'en souviens parfaitement. Mais sur la quantité de profs que j'ai pu avoir, essayer de savoir. Et alors j'ai fait le test inverse sur mes propres élèves. Eh bien, je suis très heureux, il y en a beaucoup qui m'oublient. Eh bien, je dis, c'est très bien. J'ai retrouvé une fois un élève pour lequel je m'étais beaucoup investi. Je le croise dans la rue, j'avais oublié son nom, bien évidemment, parce que moi, j'oubliais aussi vite les noms aussi. Et puis, on se reconnaît. Ah oui, vous avez été mon prof. Ah ouais, je me souviens de votre cours. Et puis au bout d'un moment, il me dit, et vous s'appelez comment? Alors là, il m'a fait un cadeau formidable. Parce qu'en fait, effectivement, il s'était investi dans le cours, mais moi, c'est pas moi qui comptais. Vous comprenez? C'était pas mon ego qui était le plus important. C'était l'alter que je pouvais représenter pour lui. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, avec tout ça, je reviens à mon antécole, puisque c'est contre ça qu'il faut lutter. Hein, vous l'appelez les écrans, mais moi j'appelle ça l'antécole. Pourquoi est-ce que l'antécole est si négative? Tout simplement parce qu'au lieu de créer des personnes, alors moi j'avais le sentiment de créer des personnes dans mon cours, c'est-à-dire qu'à partir de l'imitation, je les prenais dans un état, ils devenaient autre chose et je ne les reconnaissais pas à la fin, c'est ça qui est merveilleux. La chose merveilleuse des parents, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'il a changé, on ne le reconnaît plus ». Mais oui, c'est ça qui est beau. Par contre, les vieux, quelquefois, ils ne changent plus beaucoup, ça c'est un peu embêtant. Mais enfin bon, j'espère qu'ils changent encore un peu. Sauf que la machine marchande, l'antécole, ne veut pas ça. La machine marchande, elle veut... Ah non, la citation est partie. Elle veut absolument nous assujettir, c'est-à-dire qu'elle veut nous mettre en état de sidération. C'est tout. Vous regardez un enfant bien bloqué devant un écran et il est en état de sidération. On se dit, il y a eu un attentat, il y a eu quelque chose. Non, il regarde la télé, c'est tout. Or, la sidération, c'est un état extrêmement grave. Ça bloque les neurones miroirs. Et si vos neurones miroirs ne fonctionnent plus, je ne donne pas beaucoup de chance pour la suite. Hein. Ça risque d'être extrêmement grave. Alors on va se dire, mais y a-t-il une forme d'antidote? Oui, parce que si on en reste à la sidération, on va mourir, littéralement. Et oui, il y a une antidote. L'antidote, c'est l'émerveillement. Alors l'émerveillement, en termes mimétiques, ça s'appelle l'admiration. Si vous n'avez jamais admiré votre maître, peu importe, mais il faut être passé par une forme d'admiration, vous allez passer à côté de l'éducation essentielle. Gros problème dans le rapport aux parents. Alors c'est sûr qu'on peut admirer ses parents, quelquefois on ne les admire pas.
Et si on ne les admire pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, des figures d'attachement, il y en a tout autour. Des figures d'adultes de remplacement, il y en a tout autour. C'est pas grave. Mais compte tenu du parent, et qu'on lui doit tout puisqu'on lui doit la vie, les deux, c'est très très difficile. Alors moi je disais à mes élèves, parce qu'on parlait souvent de ce genre de choses, je leur disais, vous n'êtes pas obligé d'aimer vos parents, vous devez le respect absolu. Maintenant l'amour c'est en plus. L'amour c'est en plus, comment voulez-vous? Et puis en plus, si le modèle est trop près, quand il s'agit des parents, un étranger c'est autre chose, mais quand le modèle est trop près, ça peut être extrêmement négatif. C'est le père qui dit « Mon fils, tu seras pharmacien parce qu'il faut que tu hérites de l'officine ». Vous imaginez, j'ai connu des enfants, des jeunes adultes qui partaient faire des études de pharmacie et qui ressortaient mais désespérés. Désespérés. Il y a le cas inverse. Il y a la maman qui dit « Tu seras danseuse parce que j'ai jamais pu être danseuse ». Et peut-être que la petite fille, elle a envie de faire du foot. Mais la mère a décidé qu'elle serait danseuse. Alors là, ça c'est le contre-modèle, c'est absolument épouvantable. On casse des enfants de façon atroce. Cela dit, si vous avez une pharmacie et que votre enfant ne veut pas être pharmacien, vous allez beaucoup souffrir. Mais tant pis, c'est votre problème à vous. Donc le choix du parent modèle, c'est très difficile. Alors évidemment, on a tous lu La gloire de mon père, et je l'ai relu, et à chaque fois je suis très admiratif des rapports du petit garçon à son père, Marcel Pagnol. Mais bon, ça je crois que c'est l'exception des exceptions. On n'est pas obligé de recopier ses parents. Et heureusement, parce qu'on a plein de modèles tout autour, on en choisit d'autres. Par contre, quand on a choisi son modèle, on dit « je veux être ça ». J'ai vu un super sportif, je dis « ah, je vais faire ça ». Alors, ce n'est pas du tout dit que je serai sportif, mais au moins je suis orienté. Et d'un seul coup, je sors de ma sidération. Alors, la fascination peut tomber dans la sidération. Si vous prenez un modèle qui est totalement inaccessible, il faut faire très attention. Mais en principe, l'enfant a des moyens extraordinaires de se choisir des modèles et il s'appuie sur ce modèle pour avancer. Alors, comment travaille-t-on l'émerveillement ? Est-ce que ça s'enseigne, l'émerveillement? Eh bien, oui. D'abord, ça s'enseigne depuis tout petit. C'est quand vous prenez un enfant tout petit, sur vos genoux, et puis vous commencez en disant « Il était une fois une belle princesse qui était très malheureuse. » Ça y est, c'est parti. Alors, le storytelling, bon, moi j'étais prof d'anglais, alors excusez-moi, je vous le dis en anglais, c'est l'histoire sans fin. Vous commencez par « Once upon a time, there was… » Et il y a quelqu'un dans la classe qui commence à vous dire quelque chose. Et puis, quelqu'un. Et puis, il se passe quoi, etc. Et bon, et là, on est dans l'émerveillement. Et ça marche tout seul. Et les enfants en demandent et en redemandent, même s'ils ne comprennent rien à l'histoire. Moi, je suis grand-père, j'ai eu des petits-enfants. Je me souviens quand je lisais des histoires à celui qui avait 8 ans et qui avait sa petite sœur qui en avait 4 et qui voulait entendre les mêmes histoires, je disais, mais enfin bon, elle s'appelle Diane. Alors je dis, mais Diane, elle comprend rien. Diane, tu comprends rien? Ah si, je veux écouter tout. Et évidemment, elle ne comprenait pas tout ce que celui de 8 ans était capable de comprendre. Mais d'abord, elle était avec nous, elle partageait énormément. Donc, c'était plus que de l'empathie, tout ça communiquait par la peau. Il fallait les avoir contre soi pour raconter l'histoire. Et tout ce qu'elle entendait, ça rentrait quand même. Mais qu'est-ce qui rentrait? Il rentrait du merveilleux. Le merveilleux, ce n'est pas du virtuel. Le merveilleux, ça existe. Et ça, si vous pouvez enseigner l'émerveillement, je crois que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Et pour revenir à mon point de départ, puisque j'ai parlé de René Girard et que j'ai parlé du désir, ce qu'il faut enseigner, c'est du désir. Quand j'étais prof, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé, enfin oui, si je suis à la retraite. Donc quand les gens me demandaient, vous êtes prof d'anglais? Et je disais, non, je suis prof de désir. Ah bon? Oui, moi j'enseigne pas l'anglais, j'enseigne le désir d'apprendre l'anglais. Ensuite, je pense qu'ils devraient apprendre l'anglais. Ça perturbait aussi les parents un petit peu, mais ça perturbait aussi les élèves. Parce qu'on faisait de la poésie, on faisait de la musique, on faisait des tas de choses, on faisait des sketchs, on jouait beaucoup. Et les bons élèves, attention, les bons élèves, je mets des gros guillemets autour, venaient me voir, me disaient, monsieur, est-ce que ça nous prépare bien au bac?
Bah, je dis, je crois que oui, quand même. En gros, parce que, je sais pas si vous voyez, parce que tout ça se passait en anglais, bien évidemment. Je disais, bah oui, vous savez, vous faites beaucoup d'anglais. En plus, tout l'anglais que vous faites, c'est de l'anglais que vous amenez, que vous donnez, que vous me donnez. Et puis moi, je vous rends autre chose. Je dis, vous ne pouvez que progresser. Bon, alors, je ne disais pas que je leur enseignais du désir, mais moi, par derrière, je savais que j'enseignais du désir. Le désir, c'est un mot qui fait peur. Le premier livre que j'ai écrit sur l'éducation, je l'avais intitulé « Le maître des désirs ». Bon. Et on m'a dit, est-ce qu'il faut le mettre dans le rayon porno? J'ai dit non, vous allez le mettre dans le rayon éducation. Ah, bah oui, vous allez le mettre dans le rayon éducation. Ça perturbe un tout petit peu les choses. Bon, cela dit, ça perturbe que les gens qui ne savent pas. Les réunions avec les parents d'élèves, ça se passait très très bien, et avec les élèves, ça se passait très très bien. Et je savais que le désir était... Alors ça marche... Enfin, il n'y a pas de mécanique, hein. Heureusement, c'est humain, c'est pas mécanique. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a des classes, ça démarrait à la 2e semaine. Incroyable. Il y a des classes... C'était plus long, ça arrivait à Toussaint, ils commençaient à s'habituer à moi, etc. Il y a des classes ou des individus dans les classes plus récalcitrants, ils mettaient presque une année pour se lâcher, enfin se lâcher, simplement pour me faire confiance. Bon, ils rentraient dans mon désir. Alors, évidemment, quand je parle de désir, je touche à des choses très difficiles. Je touche à de l'affection, je touche à des émotions. Mais si on n'enseigne pas avec l'émotion, on enseigne avec quoi? Quand ils me faisaient un essai, je leur disais, faites-moi rire, faites-moi pleurer, faites-moi peur, mais faites-moi quelque chose. Parce que votre travail en 3 parties, première partie, oui, deuxième partie, non, troisième partie, j'en ai rien à foutre, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Faites-moi quelque chose. Et j'ai des élèves qui m'ont fait énormément rire, qui m'ont fait énormément pleurer. J'ai eu des textes qui m'ont fait pleurer. Je termine juste par une anecdote. Parce que j'ai envie de la raconter, simplement. Ça, c'est juste mon petit désir personnel. Et puis, je trouve l'histoire assez jolie. C'était vraiment au début de ma carrière. Il y a des élèves qui m'ont appris beaucoup de choses. Et là, j'avais appris beaucoup de choses ce jour-là. Il y a une élève, je ne sais plus du tout, de seconde, je ne sais plus quel sujet j'avais donné, qui me fait son essai, enfin sur sa production à la maison, et puis elle me raconte que dans la famille, ils avaient adopté un petit Coréen. Dans les années 80, on adoptait beaucoup de Coréens. Donc, ils avaient adopté un petit Coréen, et elle me raconte, et la tante, et la préparation, et la rencontre à l'aéroport, et enfin, un truc, mais elle me tire les larmes. Mais c'était merveilleux son histoire de l'adoption, toute la famille qui s'était préparée, tout ça, cette émotion était extraordinaire. Bon, je lui rends son essai, je la félicite, puis j'insiste pas plus, hein, c'était tout. Et puis quelques temps après, elle était absente. Alors je dis, ah bon, tiens, comment ça se fait qu'elle est absente? Alors il y a une copine qui me dit, bah je sais pas, il y a des problèmes dans la famille. Oh, bah je dis, j'espère que c'est pas le petit garçon qui a été adopté. Et puis la copine qui dit quoi, le petit garçon qui a été adopté? Ils n'ont jamais adopté d'enfants dans cette famille. Elle avait tout inventé. Et alors là, elle m'a fait un deuxième plaisir sans le savoir, parce qu'elle n'était pas là ce jour-là, c'est que on était rentré totalement en empathie, en sympathie, en tout ce que vous voudrez. Mais elle le savait, c'est-à-dire qu'elle avait joué des images, elle avait joué des images que j'allais percevoir. Tout ça, ça s'était dialogué en anglais, si vous voulez, mais le plus important est invisible pour les yeux. Le plus important, c'est ce qui s'était passé entre nous. Et en plus, elle avait joué de moi, mais de façon intelligente. C'est-à-dire, pas chahuté, si vous voulez. C'était pas du chahut. Mais il y avait toute cette espèce de connivence. Je te donne une image, tu vas m'en renvoyer une autre. Et elle avait parfaitement réussi. Parce que moi, l'image que j'ai renvoyée, c'était de dire « ça m'a fait une telle émotion de lire votre essai ». J'ai toujours, vous voyez mes élèves, ça m'a fait une telle émotion. Bon, elle avait l'air toute contente. Et en même temps, elle m'avait fait alors, 2 semaines après, elle m'a fait un deuxième cadeau qui était extraordinaire. Voilà. À l'époque, donc ça date des années 70 même, eh ben, j'étais en empathie, je ne le savais pas, parce que le mot existait, il a toujours existé, mais on n'en parlait pas. Sauf que, encore une fois, la chose était dans le lien, dans la relation. Moi, je sentais cette empathie, elle avait su jouer de cette empathie, ça marche dans les deux sens. Voilà. Ben, je vous ai à peu près tout dit ce que je voulais dire, il y a peut-être des questions, je vous remercie. On est bon dans les temps ?
On a le temps pour une ou deux questions. Et quand il n'y a personne qui lève la main, j'ai tout le temps des billets à offrir. Pour la première question, j'offre 20 €. Non, je sais. Allez-y. On a, un petit moment, on arrive avec le micro. C'est pour la vidéo, sinon c'est... Mais c'est toi, tu donnes... C'est moi qui donne le mien. Merci pour ce témoignage. La question qui me venait à l'esprit, c'est comment vos inspecteurs ont reçu cette dimension qui ne figure pas dans le référentiel absolument, que je partage aussi. Je suis enseignante, je travaille sur la question du désir et de la beauté comme modèle pour faire avancer les enseignants. C'est facile pour moi puisque j'enseigne les arts, entre autres, mais ils ont besoin de cette beauté, ils ont besoin de rêver, et c'est à l'école aussi qu'ils apprennent à rêver. Voilà, merci. Absolument. Alors, est-ce qu'on m'entend un peu là? Bon, on va reprendre votre micro. Alors, la question que vous posez, c'est non seulement les inspecteurs, mais c'est l'administration. Alors, d'une façon générale, les inspecteurs se sont contrefichus totalement de ce que je faisais. J'ai jamais eu de mauvaises inspections. Je faisais ma musique, je faisais tous mes numéros. Ça les intéressait pas du tout. Une fois, j'ai un inspecteur qui me dit « Ah, c'est peut-être intéressant ce que vous faites. Vous pourriez me faire un petit rapport ?» J'ai fait un petit rapport. J'en ai jamais entendu parler. Bon, il se contrefichait. Bon, je m'en fichais aussi. Il me mettait une bonne note et puis je les revoyais plus. Donc c'était très très bien. Non, le seul souci que j'avais, c'était plus avec l'administration et avec les parents. Parce que j'étais un peu hors norme et j'avais le plus de difficultés avec ce que j'appelais les classes CAMIF, c'est-à-dire les enfants d'enseignants. Et comme par hasard, on me donnait les classes CAMIF. Moi, je sais pas, et ça me tombait dessus, les classes CAMIF. Et puis, attendez, les parents, je les avais dans la salle des profs. Hein. Bon. Alors, dans ce cas-là, j'avais... Bon, je vais régler l'administration d'abord. L'administration, c'est très facile à faire. Je n'ai jamais eu d'ennui avec l'administration. J'étais à l'heure, je donnais mes notes à l'heure, j'étais réglo sur tout. Donc, ils n'avaient rien à me dire. J'ai pas eu un proviseur ou qui que ce soit qui soit jamais venu dans ma classe. Et j'avais un deuxième truc qu'ils appréciaient beaucoup, je n'envoyais jamais aucun enfant à l'administration. Si j'avais un problème avec un élève, on s'expliquait. Donc je n'ai jamais dit fichez-moi le camp, allez voir le proviseur, le censeur, le machin, le truc. Donc je me faisais tout petit dans mon trou et donc j'étais un bon prof puisqu'on ne me remarquait pas. Alors on me remarquait parce que je gênais un peu les voisins avec ma musique, parce que quand je dis je faisais de la musique, quelquefois elle était douce, quelquefois elle n'était pas toujours très douce. Bon, peu importe. Mais j'avais demandé une salle insonorisée. On m'a dit non, vous n'aurez pas de salle insonorisée. Bon, bah, tant pis pour vous. Ça, alors l'administration, tranquille. Avec les parents, ça se passait assez bien puisque aux réunions parents-professeurs, en général, je faisais un grand numéro. J'appuyais tout ce que je viens de vous dire, de gros arguments pédagogiques, bien cadrés. Et ça se terminait. J'avais toujours une ou deux mamans qui me disaient « Ah, si j'avais eu un prof d'anglais comme vous ». Alors bon, j'étais tranquille. Et en fait, j'ai jamais eu de parents qui soient revenus protester. Non, j'ai juste eu peur d'une chose. Alors maintenant, je peux en parler tranquillement puisque je suis sorti du système. C'est que mon enseignement étant basé sur le désir, sur l'affection, sur le don de soi. Il fallait que les élèves se donnent beaucoup, je me donnais beaucoup. Et je me suis dit, est-ce que quelqu'un va me reprocher cet investissement? Alors on parlait déjà de pédophilie, de machin truc, on me dit qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne s'est jamais rien passé. Je pense simplement parce que les élèves rentraient à la maison en disant « le prof est formidable, bon ». Donc les parents n'avaient rien à me reprocher. J'ai eu une fois une remarque de l'administration, je l'appelais la censeur à l'époque, maintenant c'est des proviseurs adjoints, je ne sais quoi. Elle m'enquiquinait dans son bureau parce qu'il y avait un problème administratif absolument sans intérêt à régler. Et puis je lui dis, bon bah écoutez, ça va bien. Et là, moi j'ai mes petits mignons qui m'attendent dans le couloir et qui doivent faire un sacré bazar. Et elle me dit, attendez monsieur Hillion, qu'est-ce que vous avez dit? Bah j'ai dit oui, mes morveux de seconde, là vous savez, ça doit être la foire dans le... Ah, elle me dit, mais non, vous n'avez pas dit ça. Bah, j'ai dit quoi? Vous avez dit mes petits mignons? Bah oui, c'est mes élèves de seconde. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser ce type de vocabulaire. Bon, bah j'utilise pas ce type de vocabulaire si vous voulez, moi je m'en fiche. Bon. Mais il y avait en plus c'était une classe de seconde dont je me souviens parfaitement. Ils étaient tellement demandeurs
que j'étais obligé de m'éclater pendant les cours, que bon, alors c'était une relation de désir, c'était une relation d'affection très très forte, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Il faut avoir un respect total. Moi, je tenais à ce qu'on me respecte absolument, et je les respectais absolument. Aucun élève ne m'a... Alors, encore une fois, je suis passé à travers un système bizarre. Aucun élève ne m'a jamais manqué de respect. Jamais. Jamais. Sauf une fois, puisqu'il faut bien une exception, un au fond de la classe qui me regarde et puis qui me fait tss, tss. Alors là, l'orage ou le tremblement de terre, échelle 10 sur l'échelle de Richter. Bon, pas possible. Alors, d'abord, je me suis mis en colère. Après, on s'est expliqué. Mais ce n'était pas possible. On ne pouvait pas rentrer dans ce type de relation. J'avais un respect total pour eux. Et c'était l'intransigeance absolue, le respect à mon égard, ça ne se négociait pas. Stop. Et tout le monde m'appelait Monsieur Hillion, merci, il me reste une minute, m'appelait Monsieur Hillion, et il n'y en a pas un qui m'a jamais appelé Joël et qui m'a jamais tutoyé. C'est pas possible. Voilà. Et si moi j'étais dans ma position d'adulte, et si je l'étais complètement, c'est peut-être comme ça que je suis passé au travers des soucis. Excusez-moi, je parle beaucoup de moi. Une autre question, j'ai encore une minute. Non, je vais vous dire la surprise qu'on a. Ça va être le premier colloque, à ma connaissance, au monde, où on fait le discours d'ouverture à la fin. Je suis certain que vous-même, vous vous y attendez pas. Nous, on est chanceux d'être là, Joël. Vous ne le savez pas, mais c'est notre 3e colloque ici. Et on est accueillis, hébergés, grâce à l'hospitalité de la mairie. Et habituellement, on a le discours de 2 minutes du maire au début du colloque. Et bien, cette fois-ci, comme on a attendu jusqu'à la fin, d'après moi, on en a pour à peu près une 30aine de minutes. Merci, Joël.